Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Maître Jean-Marie Guilou. Bonjour Maître. Bonjour. Bienvenue sur ce podcast. Jean-Marie, vous êtes associé et médiateur depuis 14 ans. Vous avez fondé votre cabinet il y a 25 ans maintenant. Vous êtes 4 avocats et une administratrice du cabinet. Oui. Fonction support. Vos valeurs, ce sont la réactivité et la disponibilité, la transparence, l'écoute, la rigueur et l'efficacité. Bienvenue. Et première question, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir avocat ? Alors, je suis devenu avocat un peu par hasard, puisque à la fin de mon bac, donc j'ai commencé des études de droit en me disant, je vais faire du droit, je ne sais pas dans quelle branche, mais a priori, je ne souhaite pas être avocat. Donc j'ai fait des études jusqu'en maintenant ce qui s'appelle le Master 2. À l'époque, ça s'appelait des DEA et des DESS. Tout à fait. Et en dernière année de droit, j'ai découvert une matière qui m'a passionné, qui est le droit d'auteur. Et je me suis dit que là, voilà la matière du droit qui va m'intéresser. Donc j'ai cherché du travail après mon service militaire. Et je suis rentré chez Sony Music. Ah oui, comme directeur à l'époque, ça s'appelle directeur business affaires, mais en réalité c'est le directeur juridique qui s'occupe de la négociation des contrats. Et pendant 5 ans, j'ai œuvré au sein de Sony Music dans la négociation des contrats avec les artistes. Donc j'ai rencontré des artistes, j'ai rencontré des producteurs, j'ai rencontré des différentes professions. J'ai poursuivi mon parcours en allant ensuite chez BMG, qui est une autre multinationale de la musique. Et au bout de 10 ans, j'ai eu l'opportunité de profiter de ce qu'on appelle la passerelle, c'est-à-dire de bénéficier d'une ancienneté en tant que directeur juridique pour arriver à la profession d'avocat. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça fait 10 ans que je suis en industrie, j'ai travaillé en entreprise, je connais bien un peu maintenant le fonctionnement des entreprises, j'ai envie de tester autre chose. Et donc j'ai eu l'opportunité de bénéficier de la passerelle, et je suis devenu, j'ai prêté serment, je suis devenu avocat. Et ces 10 années vous ont servi, vous servent aujourd'hui dans votre pratique quotidienne ? Alors, c'est, je pense, pas le travers, mais la réserve que je peux avoir sur les avocats que je vais appeler des avocats de souche, c'est-à-dire ceux qui font leurs études, qui passent le barreau directement. Passent le barreau et ensuite deviennent avocats, c'est qu'ils n'ont pas été confrontés à la vie en entreprise. Et ça vaut pour tout type de fonction au sein d'un cabinet. Et je pense que du coup, certains, je le vois, certains de mes confrères ont des difficultés à travailler en équipe, ont des difficultés à déléguer, ont des difficultés à manager. C'est ce qu'on apprend en entreprise. En entreprise, on apprend à travailler en équipe. Alors je ne fais pas... Et je trouve que, effectivement, l'avocat de souche doit apprendre le management, doit apprendre la vie en équipe, doit respecter ses collaborateurs. Et c'est peut-être la réserve que j'ai avec certains de mes confrères. Alors, je ne vois pas cette réserve dans les grands cabinets qui apprennent justement à travailler en équipe, qui apprennent à déléguer, qui apprennent à transmettre leur savoir, ce que l'on vit en entreprise. Quand je suis arrivé dans la profession d'avocat, moi j'ai pris soin justement de ce que j'avais appris de la vie en entreprise, de pouvoir continuer à le mettre en place au sein de mon cabinet. Tout à fait, surtout qu'on ne vous l'apprend pas en fait en école d'avocat, ces choses-là. Enfin, vous Absolument dites qu'on peut pas. L'apprendre dans des gros cabinets, mais parfois même je le sens chez vos confrères que c'est assez difficile parce qu'on débute sa carrière, on est vachement dans l'opérationnel, on est cantonné à de la production, puis on se finit, on monte les échelons, on passe conseil ou associé, puis on n'a pas toujours pu apprendre finalement même le management, puisque ça arrive assez tardivement. Donc, c'est vrai que surtout que moi j'ai eu l'occasion effectivement lorsque j'étais salarié de faire une formation à HEC, et donc j'ai du coup... vous étiez équipé. Non, mais là aussi ça a été très utile, c'est-à-dire que ça m'a donné des notions de comptabilité, des notions de management, des notions de communication, de marketing, tout ce qu'on apprend dans les écoles de commerce. On sort de notre rôle cantonné au rôle de juriste, on sort de la faculté de droit, parce que c'est pas non plus à la faculté de droit qu'on apprend tout ça. C'est vrai. Et donc je suis arrivé dans la profession d'avocat en ayant quelque part cette double formation, la formation de juriste, c'est même triple, la formation de tout ce que j'ai pu apprendre en entreprise et puis de ce que j'ai pu apprendre au sein de HEC, qui est même en formation senior, ce qu'ils appellent la formation senior, ça reste une bonne formation et ça m'a été très très utile. Et ce que je vis maintenant en tant qu'avocat, c'est que quand je suis sollicité
pour donner des conseils, faire une consultation, j'ai cette approche, j'ai l'approche de la vision que souhaite le client. Il m'est arrivé de voir des consultations préparées par des confrères qui étaient une consultation où voilà le droit. Alors que le client, ce n'est pas ce qu'il attend. Le client, il a une question, il veut une réponse. Tout à fait. Et il ne veut pas 10 pages de droit. Et c'est aussi la réserve que je peux avoir, pas systématiquement. Mais maintenant, moi, quand un client vient me voir pour une consultation, j'ai en tête son souhait. Les enjeux du client. Les enjeux du client, et surtout, la question doit avoir une réponse, mais surtout une réponse concrète. Oui, claire aussi, qui soit compréhensible Claire. pour le client. La réponse, ce n'est pas oui ou non. C'est vous pouvez dans telle circonstance, vous ne pouvez pas pour telle raison. Tout à fait. Et donc ça m'a donné effectivement ce passage en entreprise et ce passage en école de commerce, ça m'a vraiment donné une autre approche. Et puis ce qui a en plus m'a apporté une autre approche de la fonction d'avocat, c'est la formation en tant que médiateur que j'ai faite il y a une dizaine d'années, mais ça, tous les confrères qui ont suivi effectivement cette formation en médiation, ça nous transforme totalement la vision que l'on a d'un dossier, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le conflit, on n'est pas dans l'agression, on est dans la recherche d'une solution. Et on sait maintenant que quand on va plaider un dossier devant une juridiction, c'est pas nous qui prenons la décision, c'est le magistrat qui va trancher et qui va trancher en fonction du droit. Le côté magique de la médiation, et tous les confrères qui font de la médiation vous le diront, c'est qu'on sort de la seule application du droit et qu'on cherche des solutions constructives, positives, où tout le monde gagne. Il y a une difficulté, c'est de convaincre le client. Le client, souvent, quand il va en justice, c'est parce qu'il n'y a plus de relation avec son contradicteur, il y a une rupture de la discussion, et il veut en découdre. Et c'est probablement ce qui est le plus difficile pour le métier de médiateur en tant qu'avocat, c'est d'arriver à convaincre le client que d'aller en médiation, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est tout au contraire. Ce n'est pas parce que je propose à mon client d'aller en médiation que je crains sur l'aboutissement favorable du dossier. Non, c'est juste que je sais qu'en médiation, on trouve des solutions positives, constructives, que l'on n'aura pas si on demande à un magistrat de trancher le droit. Quand on tranche le droit, on n'est jamais satisfait. On n'est jamais totalement satisfait. Et quand on perd, c'est même pire. J'ai entendu aussi que certains confrères étaient parfois réticents même à avoir recours à la médiation, pas uniquement le client, mais certains avocats parfois n'ont pas forcément envie parce qu'ils ont... c'était un de vos confrères qui m'avait dit ça en podcast, ils ont l'impression qu'ils vont perdre de l'argent presque à avoir recours à la médiation. Oui, perdre de l'argent, perdre du crédit. Il y a encore des avocats qui sont dans la posture, et je le vois quand on plaide. Dorénavant, quand on plaide, les magistrats ne supportent plus les effets de manche. C'est-à-dire que, oui, quand on voit sur les anciens dessins de Daumier, où on voit les avocats avec leur effet de manche, c'est fini. L'effet de manche, c'est fini. Pourquoi ? Mais parce que les magistrats sont là pour rendre le droit et ne se laissent plus, parce qu'ils sont débordés, ils croulent sous les dossiers et ils n'ont pas le temps d'écouter. Alors, ça peut marcher au pénal. Effectivement, dans le pénal, il y a effectivement l'effet de manche, la plaidoirie, elle peut emporter la conviction d'un jury. Dans des dossiers commerciaux, dans des dossiers civils, on est là pour appliquer le droit. Et moi, je le vois de plus en plus. Les magistrats attendent de nous qu'on soit technique, clair, rapide et technique. Et les effets de manche, ça ne les impressionne plus, voire même ça les exaspère. Et effectivement, il y a des confrères qui sont toujours dans cette volonté d'en découdre, parce que pour eux, le métier d'avocat, c'est de se battre. Mais tout à fait. Oui. Et je rencontre alors, à un moment donné, j'ai longtemps cru que ça pouvait être une question d'âge, et pas forcément. Je vois des jeunes avocats qui sortent de l'école et qui sont fermement contre la médiation, alors que maintenant, à l'école du barreau, on les forme à la médiation. Mais ils sont toujours dans cette logique de monter sur le ring. Il faut monter sur le ring, et je pense que je mets le pénal de côté, parce que c'est vraiment un métier à part. C'est un métier à part pour moi, mais en civil et en commercial, on est vraiment là pour soit trouver des solutions, soit obtenir d'un magistrat qui rende le droit. Et l'effet de manche... ça ne peut plaire qu'aux clients, mais vraiment, moi, ce que je vois, les magistrats ne sont plus du tout sensibles à ces effets de manche. Et dans votre triple activité entre activité plaidante, conseil et médiation,
En termes de proportion, vous avez plus de médiation aujourd'hui que d'activités plaidantes? Alors la médiation se développe parce qu'il y a des volontés du ministère de la Justice de développer. Et d'y avoir davantage recours. Voilà, d'y avoir davantage recours. Les magistrats sont débordés, donc quasiment tous les dossiers qu'on présente à un magistrat, avant tout, il souhaite que on assiste à une réunion d'information sur la médiation avec un médiateur. C'est devenu systématique. Et après, bon, le client accepte ou n'accepte pas. Mais moi, je suis toujours en faveur et j'essaie toujours de convaincre le client qu'il faut aller en médiation. Et c'est facile de les convaincre, généralement? Vous sentez qu'il y a toujours cette précipitation? Alors, il faut déjà passer le cap et convaincre le client que d'aller en médiation, c'est pas reconnaître que le dossier est faible. C'est le vrai sujet. Et d'aller en médiation, c'est surtout expliquer au client que ça permet la réouverture de la discussion avec son contradicteur. Quand les gens vont devant les tribunaux, c'est que les gens ne se parlent plus. Oui, quand les parties vont devant le tribunal, la relation est rompue. C'est que le dialogue est rompu. Et c'est de leur expliquer que ça peut leur coûter moins cher. Souvent, ça coûte beaucoup moins cher. Alors, moi, je suis un avocat, c'est pas toujours forcément mon intérêt, mais là, moi, je donne la priorité à l'intérêt du client, et pas à l'intérêt de la facturation de mes honoraires. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et il faut expliquer aux clients qu'effectivement, c'est un gain de temps, c'est un gain financier évident. Et puis surtout, c'est d'arriver à trouver des solutions positives et constructives. Moi, je travaille dans un secteur qui est le secteur culturel. Donc, les conflits que l'on a, c'est des conflits entre producteurs, artistes, metteurs en scène, salles de théâtre. Ce sont des personnes qui, à un moment donné, vont devoir continuer à travailler ensemble. Tout à fait. Et la médiation, justement, c'est trouver la solution. Vous avez un conflit, le dialogue est rompu, eh bien, réouvrons le dialogue et trouvons des solutions parce que vous allez devoir travailler ensemble. C'est le côté que je trouve magique de la médiation. Oui, surtout si ça permet de rester aussi pas en bon terme, mais d'avoir une relation plus harmonieuse que quand on part. Ah oui, moi j'ai vécu des médiations. Alors moi j'ai vécu des médiations en tant que conseil de partie et des médiations en tant que médiateur. Moi j'ai vécu une médiation où c'était des artistes, un groupe. Qui avait très bien marché 30 ans auparavant, qui ne se parlait plus. Mais qui ne se parlait plus du tout. Ah oui, c'est compliqué quand même. C'était compliqué. Et il fallait régler un problème de ce groupe, parce que les disques continuaient à être vendus, et il fallait bien que, même s'ils ne se parlaient plus, il fallait bien régler certains problèmes. La médiation a duré, je crois qu'elle a duré 8 heures. Au début, c'était « bonjour monsieur, bonjour madame ». On se serre la main. Et ambiance frisquette. L'ambiance un petit peu froide. Au bout des 8 heures de médiation, alors il y a tout un processus de médiation avec des séances plénières où tout le monde... oui, ça doit être très cadré. Puis vous avez des apartés où les gens se retirent dans une salle et discutent entre eux. Bref, au bout de 8 heures, ils se retutoyaient. Alors qu'au début, ils se voyaient, ils se sont fait la bise. Et ils se sont demandé des nouvelles sur leurs enfants, leurs femmes, comment ça a apaisé grandement ça a apaisé et ça, voilà, moi j'étais très content parce que la médiation avait abouti favorablement. Ça ne veut pas dire qu'ils vont continuer à passer leurs vacances ensemble. Bien sûr. Mais entre la médiation qui commence « bonjour monsieur, bonjour madame », on se serre la main, et qui se termine par « je t'appelle, je te tutoie », on s'appelle par son prénom et on demande des nouvelles des enfants. Voilà, 8 heures de médiation versus des heures et des heures de rédaction de conclusion, de plaidoirie. Et on a réglé en 8 heures ce qu'un tribunal n'aurait probablement pas réglé en 3 ans. Non, c'est très appréciable, je pense, d'avoir cette satisfaction-là à la fin. Ça ne marche pas toujours. Hein. Oui, peut-être, mais bon, c'est chouette d'avoir des anecdotes comme ça dans sa carrière, quand même, de très bonnes résolutions. Vous m'avez dit que votre activité en entreprise, donc chez Sony, en tant que directeur juridique, vous avez permis d'accéder à la passerelle pour devenir avocat. Est-ce que vous pouvez revenir un peu, justement, jusqu'à après ces années de directeur juridique et l'avocature, la création de votre cabinet, puisque vous avez aussi parlé d'HEC, tout ça, donc on sent qu'il y avait peut-être cette petite démarche entrepreneuriale d'avoir votre cabinet à vous. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette période-là de votre carrière ? Oui, alors, cette période-là, c'est après les 10 ans passés dans des entreprises internationales, il y a des très bonnes choses. Et évidemment, j'ai appris énormément de choses. Il y a ce petit travers quand même des sociétés internationales où il faut systématiquement rendre des comptes. Oui. À une maison mère. Et on passe beaucoup de temps à rédiger des rapports.
voilà, c'est parfois un peu frustrant et pas toujours satisfaisant. Et puis, on n'a pas toujours la main et on n'a pas toujours la décision. Vous aviez envie d'indépendance un petit peu? J'avais envie d'indépendance et puis j'avais envie de me tester par ma propre valeur et pas uniquement à travers le prisme d'un groupe multinational. Et puis c'est surtout des rencontres avec des artistes, des rencontres avec des producteurs qui, à un moment donné, j'ai entendu des signes qui disaient, tiens, si un jour tu prends ton indépendance, ou si un jour tu deviens avocat, moi j'aimerais bien travailler avec toi et autres. Et j'ai pris ça comme des signes. C'est un secteur qui doit vous passionner, du coup. Alors c'est un secteur qui me passionnait. Qui est riche, la matière du droit d'auteur, la matière du droit de la presse, la matière de la défense de la vie privée est une matière très riche. Et puis quand on travaille avec des artistes ou avec des producteurs, il y a un lien personnel qui est très fort. Alors moi j'ai des clients avec qui je travaille depuis 20 ans. Incroyable. Avec qui on a un lien très fort, mais l'artiste est l'artiste, donc l'artiste est parfois colérique, l'artiste est parfois très égocentré, oui. Donc il y a des artistes avec qui je ne travaille plus, mais c'est la vie. Mais j'ai effectivement des artistes avec qui, avec qui j'entretiens des liens forts. Alors, j'ai jamais considéré que les artistes étaient mes amis. Ce sont des clients, on se respecte. Le travail est fait tout à fait correctement, ils l'entendent comme ça. Mais ce sont quand même des liens très forts, des liens avocat-client très forts. Mais je pense que c'est aussi ce qui fait votre force aussi, d'avoir ce maillage aujourd'hui peut-être de personnes qui comptent sur vous un peu comme un avocat de famille, puisque 20 ans à accompagner un artiste. Oui, alors faut toujours aussi marquer faut un peu marquer la distance, parce que si on laisse l'artiste mener la danse, mener la danse, vous n'êtes plus toujours l'avocat, vous êtes un peu le. Oui, moi je reste dans mon champ de l'avocat qui donne des conseils, mais je m'arrête là. Je comprends. Et est-ce que vous avez directement monté votre cabinet ? Non, parce qu'à l'époque, quand on bénéficiait de la passerelle, on ne pouvait pas, ça a changé maintenant, mais à l'époque, on avait l'obligation d'être collaborateur pendant 2 ans. D'accord. Donc j'ai été collaborateur dans un cabinet d'avocats pendant 2 ans, et passé les 2 années pile, j'ai dit c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait pour justifier auprès du barreau de Paris la possibilité de devenir avocat, et j'ai monté mon cabinet. Au départ, j'étais tout seul, mais j'avais déjà une petite clientèle d'artistes fidèles, et je savais pouvoir compter sur leur fidélité. Vous avez attendu patiemment 2 ans. Oui, et ils ont été très fidèles, je dois reconnaître. Super. Et c'est grâce à eux. Et donc pendant d'abord tout seul, et puis après j'ai le travail aidant, j'ai pris un collaborateur, 2 collaborateurs, et puis aujourd'hui on a un rythme qui me semble satisfaisant. Je ne suis pas forcément dans une logique de croissance absolue. Au total on est 4 avocats, et puis il y a une assistante, mais que je vais appeler une assistante plus, parce qu'un cabinet, pour tourner, il faut être là pour l'administratif, mais que je ne limite pas à un rôle inutile qui est pour moi fondamental, puisque c'est la personne qui va gérer l'agenda, qui va gérer toute la partie judiciaire, parce que quand je fais beaucoup de judiciaire, donc il y a les relations avec les tribunaux, les relations avec les contradicteurs, avec les confrères. On a un système aujourd'hui en France, sur Paris, qui s'appelle le e-barreau, qui est une plateforme, et tout le judiciaire passe par cette plateforme. Donc cette personne-là s'occupe de cette plateforme e-barreau, elle s'occupe de la facturation, qui est fondamentale, elle s'occupe de la relance, qui est aussi fondamentale. Et oui, on va en parler après d'ailleurs. Non, donc c'est vraiment, c'est même plus qu'une assistante, c'est un clerc d'avocat qui pour moi est le rôle le plus important de ce cabinet. Mais c'est vrai que c'est un sacré pivot quand même. Et puis Absolument. Il y a la relation client, au final, le suivi, la correspondance entre le cabinet et les clients, il faut qu'il soit assuré. Et parfois, vous n'avez pas forcément le temps parce que vous êtes sur des dossiers à droite à gauche. Donc c'est certain que les fonctions support ont un rôle très très important. Il est primordial. Dans les cabinets de petite taille comme la mienne, il est essentiel. Tout à fait. Pour moi, c'est la personne la plus importante de ce cabinet. Tout à fait. Et vous savez que ce podcast a vocation à mettre en avant l'aspect entrepreneurial de la profession. Oui. Vous nous avez dit que vous avez commencé seul et que vous aviez
un portefeuille en fait, de clients fidèles qui vous ont suivi, des auteurs, etc., des producteurs. Comment est-ce que vous avez fait pour trouver d'autres clients, pour faire rayonner votre cabinet? Comment vous avez fait pour vous développer? Alors, a priori, les avocats n'ont pas le droit de faire de la publicité. Absolument. Voilà, donc à l'époque, il y a 20 ans, c'était un peu compliqué. C'est devenu beaucoup plus simple avec les réseaux sociaux. Un petit peu. Je vois les avocats jeunes qui sont très actifs sur les réseaux sociaux, très 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 actifs. LinkedIn, Insta, voilà. Bah, je m'y suis mis. Ah, oui. Voilà, j'ai appris, j'apprends, je découvre et je m'y mets. Après, je ne suis pas convaincu que ce soit le meilleur moyen de développer de la clientèle. Le développement de clientèle, je pense qu'il passe par plusieurs moyens. Bon, il y a les moyens des réseaux sociaux. Oui, mais il y a 20 ans, vous ne l'aviez pas, oui. Par exemple. Alors, il y a 20 ans, c'était quoi? C'était d'écrire des articles. J'ai beaucoup écrit dans des articles. Vous avez eu de nombreuses récompenses, d'ailleurs, aussi. Alors, j'ai écrit des articles, j'ai écrit des livres. J'ai écrit un livre sur la négociation du contrat d'artiste. J'ai écrit un livre sur la captation de concerts, captation audiovisuelle de concerts. Peut-être que c'est par ce biais. Des gens m'en parlent en me disant « Tiens, j'ai lu ton livre, j'ai lu ça dans votre livre. » Bon, ça peut jouer, c'est un moyen. Après, c'est d'aller dans des séminaires, c'est faire des interventions en live. Donc, séminaires, congrès. Vous avez fait beaucoup de prises de parole, tout ça. Prise de parole dans les congrès, dans les séminaires, intervenir dans des ateliers. Vous étiez quand même très proactif, vous n'êtes pas resté... on n'a pas vraiment le choix. Après, c'est le bouche à oreille quand même. Oui. Moi, j'ai des clients j'ai des clients qui ont été des apporteurs d'affaires extraordinaires. Tout à fait. Puis quand vous gagnez un procès, comme par hasard, ça se sait. Oui. Quand vous le perdez, ça se sait aussi. Mais quand vous gagnez des procès, les gens se parlent entre eux. Tiens, j'avais un dossier un peu compliqué, il a été gagné, va le voir. Donc je dirais que le meilleur moyen de se développer, c'est la confiance que l'on a des clients et qui renvoie d'autres artistes. Tout à fait. Moi, vous avez une spécialité un petit peu niche aussi quand même. Enfin, je veux dire, ça doit être un petit milieu, non? Alors c'est un petit milieu, oui. Le nombre d'avocats, c'est vrai, mais ça vaut pour tout. Vous voyez, les avocats cinéma, il n'y en a pas beaucoup. Les avocats musique, c'est très restreint. C'est vrai que c'est cantonné. C'est cantonné. Ça doit être plus simple de se développer sur Paris, peut-être qu'en province, quand on est sur cette spécialité-là. Alors la spécialité, oui, parce que toutes les maisons de disques, les radios et les télévisions sont... Nous, on a connu des clients qui sont animateurs en radio, télévision. C'est vrai que tout est localisé sur Paris. Et dans votre cabinet, du coup, entre vous et les trois autres avocats qui travaillent avec vous, est-ce que vous faites tous la même spécialité? Non. Comment est-ce que vous avez réussi à harmoniser en fait cette image du cabinet autour de vos différentes spécialités? Est-ce que vous avez envie de retranscrire aux clients au-delà de vos valeurs Alors, lorsque j'ai ouvert mon cabinet, j'avais vraiment la logique de donner des conseils, négocier des contrats. Et puis, de plus en plus, au fil du temps, les artistes sont devenus très indépendants vis-à-vis des maisons de disques. Ils ont montré leur propre société, ils ont engagé eux-mêmes d'autres artistes. Bref, l'artiste est devenu très indépendant. Et donc, il a fallu qu'on développe des compétences au sein du cabinet qu'il fallait que l'on ait, parce que si on ne l'avait pas ou on ne le proposait pas, l'artiste allait voir d'autres conseils. Donc on a développé des compétences, création de sociétés, gestion des sociétés, dépôt de marques, parce que l'artiste a besoin de déposer des marques. Et puis l'artiste a des conflits avec des salariés. Donc on a beaucoup développé dans le droit social, on a beaucoup développé en droit commercial, en droit des sociétés, on a beaucoup développé en droit des marques. Donc toutes les activités connexes de l'activité principale de l'artiste, on a développé ces compétences. Pour pouvoir l'accompagner de A à Z finalement. Pour pouvoir l'accompagner de A à Z. Et donc pour éviter de se télescoper, on a un peu réparti au sein du cabinet. Tel collaborateur va être plutôt sur les marques. Tel collaborateur va être plutôt sur la création des sociétés, sur le suivi. Vous savez, les sociétés, tous les ans, il faut faire des AG, il faut déposer des bilans. Voilà. Donc on est dispatché, on s'est réparti les tâches.
Le fait est qu'on a quand même des réunions toutes les semaines, donc les dossiers, on a une parfaite connaissance de qui fait quoi. Ça, c'est fondamental dans la vie d'un cabinet, c'est ces fameuses réunions régulières. Et ça, j'y tiens, parce que ça permet justement de faire passer les informations. Tout à fait. Il y a un sujet que j'aime bien aborder aussi avec vos confrères sur ce podcast, et on en a un petit peu parlé au départ d'ailleurs, c'est le management. Comment on forme ses collaborateurs, comment est-ce qu'on les accompagne dans cette montée en compétences pour qu'aussi ils restent dans le cabinet, parce que parfois c'est ce qu'on a envie aussi, c'est de limiter le turnover, parce que quand on a des bons éléments, le but c'est de les faire monter en compétences pour les garder. Oui. Comment est-ce que vous gérez justement cet aspect-là dans votre quotidien ? Alors, on est une petite structure, hein, donc je sais. Voilà. Moi, je suis allé récemment à une matinée d'information à l'EFB, qui est l'école française du barreau. J'ai découvert que l'EFB attendait plus de nous, les avocats, pour aider les jeunes avocats à se former. J'ai découvert des choses. Bon, je vais en tenir compte et je vais faire plus attention dans le futur. Le fait est qu'on est une petite structure, donc on a vraiment une vraie proximité. Moi, mon bureau, j'ai la porte de mon bureau qui est toujours ouverte. Les collaborateurs peuvent assister à des réunions. Et puis, il y a un échange. Il faut qu'il y ait un échange. Ils viennent aux plaidoiries, parce que je pense que c'est important qu'ils assistent aux plaidoiries. C'est important qu'ils suivent. Je ne les cantonne pas sur une seule partie du dossier. Quand on ouvre un dossier et qu'il y a un collaborateur qui est avec moi sur le dossier, il va suivre toute la vie du dossier. Et je pense que c'est important. C'est peut-être plus compliqué dans les grosses structures, mais dans des petites structures comme la nôtre, on a vraiment une proximité qui est nécessaire et qui est inévitable. Je pense aussi que ça dépend beaucoup de la personne, de l'associé, de ce qu'il a envie de transmettre ou non, parce qu'il y a parfois des petites structures où c'est pas forcément travailler indépendamment, mais où il va y avoir moins cette envie en fait de déléguer, de faire confiance aussi. Je pense que ça, ce sont des traits de caractère personnel, mais c'est important. C'est important pour être bien formé et pour même avoir cette posture un peu de mentor parfois qu'on peut avoir pour un Moi, j'essaye de l'avoir. C'est vrai que je fais beaucoup confiance aux collaborateurs qui parfois me le reprochent parce qu'ils ont l'impression que je les laisse trop c'est vrai. nager tout seul. Donc, moi, ce que je trouve le plus important, c'est vraiment, ça paraît tout bête, hein, mais c'est que ma porte est ouverte tout le temps. Mais même, elle l'est vraiment. C'est pas juste une image. C'est volontaire. C'est-à-dire que moi, c'est une image qui est importante, mais c'est une image que je veux qu'elle soit vue. Ma porte est ouverte, et donc si vous voulez me voir, il n'y a jamais aucune difficulté. Sinon, la solution, c'est d'avoir un open space sans bureau. Oui, alors l'open space, c'est pas toujours... c'est pas facile quand on a des... C'est pas facile, parce que quand il faut être concentré sur la rédaction de conclusions, et moi je vois des cabinets d'avocats où vous avez des open space, où vous avez une dizaine de collaborateurs qui travaillent en open space. Quand vous voulez être concentré sur la rédaction de conclusions, là vous avez les oreillettes avec fonction disparition du bruit, mais c'est compliqué. Je sais, oui, c'est plus compliqué. Bon, c'est des modèles qui se sont développés, mais c'est vrai que c'est parfois bien de pouvoir s'isoler pour travailler. Il y a un sujet que j'aimerais bien aborder avec vous, et on en a parlé avant l'enregistrement de ce podcast, mais nos auditeurs ne le savent pas, c'est l'intelligence artificielle. Parce que je sais que vous avez pris la parole récemment pour en parler. Première question peut-être, est-ce que vous l'utilisez vous dans votre quotidien au sein du cabinet d'avocats? Et si oui, comment? Sinon, pourquoi? Alors, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on est régulièrement sollicité au téléphone par des démarches commerciales un peu saoulantes, mais je pense nécessaires. Donc, je n'ai pas encore vu tous les produits qui existaient. Donc, il y a des sociétés comme Doctrine. Il n'y a pas qu'elle, mais elle est quand même très agressive en démarche. Pourquoi pas? Moi, je pense que les grandes marques qui aujourd'hui proposent des services au cabinet d'avocats prennent un coup de vieux assez rapidement. Oui, il faut qu'elles restent en phase avec l'innovation. Là, je pense qu'elles ne se sont pas encore, elles sont en innovation. Qu'est-ce qu'un avocat attend de l'intelligence artificielle? Il attend des recherches de jurisprudence qui aujourd'hui manquent un peu d'intuitivité. Je ne veux pas donner de nom, mais il y a des plateformes qui existent depuis des années
qui ne se sont pas mis à l'intelligence artificielle et la recherche de jurisprudence reste encore très compliquée, même avec des mots-clés. On travaille tous les jours avec Google, qui est un moteur de recherche extraordinaire. Quand on veut trouver un mot-clé sur Google, ça va vite, ce qui fait que quand on retourne sur les plateformes, les grandes marques de plateformes juridiques, on trouve ça encore très compliqué. Donc c'est vrai que nous, ce qu'on attend, c'est un côté plus intuitif, plus rapide. Je pense qu'on ne l'a pas encore. Peut-être que des grandes marques qui arrivent, les nouveaux entrants, vont avoir cette réactivité, cette intuitivité. Mais ça bouge, c'est évident que ça bouge. Donc pour la recherche de jurisprudence, bien évidemment qu'on a besoin d'intelligence artificielle. On va en avoir besoin probablement pour des préformatages de conclusions dans certaines situations. Nous, on a un logiciel au sein du cabinet qu'on a depuis 15 ans qui vient de se mettre à l'intelligence artificielle. Cette semaine, justement, on est en train de se former sur le nouveau logiciel et les formateurs nous présentent le côté plus intuitif et dans lequel ils ont mis un peu d'intelligence artificielle. Donc là, bon, les cabinets d'avocats, évidemment, ça va nous arranger. Je combats un peu quand même au sein du cabinet l'utilisation abusive de ChatGPT. Oui. Parce que le mettre sur son ordinateur, c'est ouvrir une porte et l'accès à tout ce qui se trouve dans le cabinet, donc je ne suis pas très chaud. Ça peut rendre feignant aussi. Après, c'est vrai qu'il y a quand même de plus en plus de clients qui viennent nous voir pour nous faire relire des contrats qu'eux-mêmes ont Demandez initiés. à ChatGPT de le générer ? Alors, bon, on ne peut pas dire non et on ne peut pas refuser en disant ça ne m'intéresse pas, tu as sorti ton contrat chez ChatGPT. Oui, c'est le client. Moi, le côté pédagogique, c'est de leur montrer en quoi le contrat est totalement insuffisant et en quoi il reste dangereux. Donc, j'ai conscience que ça existe. On a conscience qu'il y a de plus en plus de jeunes artistes, de jeunes producteurs qui vont aller d'abord chercher des modèles de contrats. Ce que je vois pour l'instant, c'est pas parfait. Peut-être que dans le futur, ça le sera. Donc, ça me rassure, on a encore besoin des avocats. On a encore besoin de l'expérience du risque judiciaire, parce que ce que vous sort ChatGPT en contrat ne tient absolument pas compte de l'expérience humaine sur le risque judiciaire et sur ce qui peut se passer dans le futur. Donc, on a encore besoin de nous. Ça, c'est dans l'intelligence artificielle appliquée au mode de fonctionnement du cabinet. Oui. Après, dans notre matière, la matière de la musique, la matière de l'audiovisuel, la matière du spectacle vivant, ça, c'est un vrai sujet. Oui, c'est celui sur lequel vous avez pris la parole la dernière fois. C'est un vrai sujet. Le droit est toujours en retard par rapport aux nouvelles techniques. Mais ça, c'est de toujours. Donc, oui, voilà. Ça, c'est de tous les temps. Après, je trouve et tout le monde s'accorde, et tous les professeurs de droit, les avocats s'accordent à dire qu'on a de toute façon déjà l'outil légal et juridique pas pour contrer, mais pour avancer avec l'intelligence artificielle. Moi, je ne pense pas qu'il faut être contre l'intelligence artificielle. Il faut avancer avec l'intelligence artificielle, il faut la comprendre, et il faut voir comment elle peut être utile. Dans l'animation, dans l'audiovisuel d'animation, elle est déjà utile depuis plusieurs années. Dans la musique, c'est un peu plus compliqué, ça reste encore au stade de laboratoire. Mais maintenant, il y a des musiques qui sont totalement créées et générées par des IA. Il y a des... Oui, il y a... On se passe même de l'artiste. On peut lui dire, crée-moi une musique. On se passe de la voix de l'artiste. Là, il y a des IA qui sont en train de composer des nouvelles chansons des Beatles. Bon. C'est terrifiant. Non, mais il faut examiner, il faut étudier et il faut voir dans quel cas c'est acceptable, c'est positif, dans quel cas il faut faire attention. Moi, je pense qu'il ne faut pas rejeter. Il faut comprendre et il faut voir si, dans notre métier d'avocat, on a aujourd'hui tous les outils en termes de réglementation, de loi, pour accompagner. On n'a pas le choix, ça va aller dans le sens. Donc il faut accompagner. Voilà, il faut comprendre, il faut accompagner. Il faut être en phase avec son temps. Il faut être en phase avec son temps. Dernière question, Jean-Marie. Est-ce que vous avez un conseil que vous aimeriez avoir au début de votre carrière ou un conseil que vous aimeriez donner aux avocats qui nous écoutent ? Il y aurait plusieurs conseils. Moi, je pense que le passage par la vie en entreprise, d'une façon ou d'une autre... C'est le sujet du début du podcast. C'est le sujet du début du podcast. Et moi, j'ai beaucoup de confrères qui ont fait des stages en entreprise avant
avant de devenir avocat. Et c'est vrai que quand on est avocat, on doit faire des stages. Il y a une succession de stages. On peut faire on peut faire des stages en industrie, on peut faire des stages en judiciaire ou avec des magistrats, et on peut faire des stages dans des cabinets d'avocats. Moi, à la réflexion de ce que je vois passer dans mon cabinet comme stagiaire, ceux qui sont passés en entreprise ont une autre vision que ceux qui n'ont fait que des cabinets d'avocats ou ceux qui n'ont fait que des stages dans des tribunaux judiciaires ou dans des cours d'appel. Oui, sur le travail d'équipe. Sur le travail d'équipe et surtout voir comment fonctionne une entreprise. Donc moi, mon conseil, c'est élève avocat, si vous avez la possibilité de faire des stages ou plusieurs stages, faites-en au moins en entreprise. Eh bien, écoutez, c'est un très bon conseil. On ne l'avait pas eu jusqu'à présent et je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que ça peut être très utile, ne serait-ce que pour la cohésion d'équipe et certaines valeurs qu'on n'apprend pas en école d'avocat et que par l'intermédiaire de l'entreprise, il est possible. Écoutez, Jean-Marie, merci beaucoup pour votre venue. C'était très sympa de vous recevoir. Et puis, à bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Au revoir. Au revoir.